Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, l'importation du sucre interdite pour 6 mois dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Cette mesure vise à protéger les productions locales de plus en plus menacées par une concurrence déloyale. Le Togo stagne dans le classement 2018 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Le pays se classe pour la deuxième année consécutive à la 86e place sur 180 pays. Et puis retour sur la première édition de l'African Fashion Talent qui s'est achevée le 6 mai au Maroc. Un événement de 4 jours durant lequel se sont succédés les défilés mettant en lumière la jeune génération de créateurs du continent. Mais tout d'abord, au Bénin, les magistrats ont repris le chemin des tribunaux ce lundi. Ils étaient en grève depuis le 26 février en réponse à l'appel de l'Union nationale des magistrats du Bénin pour protester contre les retenues effectuées sur leur salaire. Des revendications auxquelles le gouvernement n'a pour l'instant pas répondu, mais du moins les magistrats l'espèrent à travers cette suspension, trouveront une réponse favorable auprès des autorités. En République démocratique du Congo, les autorités se sont engagées dans la protection des industries locales. L'importation de farine de froment et de sucre blanc est désormais interdite dans l'ouest du pays, et ce pour une période de 6 mois, car jugée démesurée et parfois frauduleuse par les autorités. Plus de précisions sur cet arrêté ministériel dans ce sujet de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, après les mesures prises il y a quelques mois sur l'interdiction de certains produits de construction, le gouvernement vient d'interdire temporairement l'importation de la farine de froment et du sucre blanc. Une mesure visant la protection des productions locales de plus en plus menacées par une concurrence déloyale. C'est une mesure qui va nous permettre de redynamiser notre production. Nos ventes avaient baissé de près de 20% et c'est une bouffée d'oxygène, comme on dit, pour nous. Et donc, on tient aussi à rassurer la population que nous avons les capacités de production de manière à fournir la farine de froment qui est attendue par les consommateurs, donc les boulangers. La République démocratique du Congo, avec une population d'environ 80 millions d'habitants, est un grand marché de consommation. Cependant, certains produits en provenance des pays limitrophes inondent le marché et se vendent à vil prix, ce qui affecte les industries locales. Nous sommes dans un contexte où l'État est appelé aujourd'hui à protéger les industries œuvrant dans les pays parce que ce sont elles qui contribuent au budget de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons que sur les marchés nationaux, il y a l'envahissement de produits venant de l'étranger qui passent par les frontières entre la RDC et l'Angola et parfois de manière frauduleuse. Prise par le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'interdiction d'importation de la farine de froment et du sucre blanc couvre une période de 6 mois. Cette période permettra au gouvernement, les industries concernées et la Fédération des entreprises du Congo d'évaluer l'efficacité de cette décision qui ne concerne que la partie ouest du pays menacée par la concurrence des produits en provenance essentiellement de l'Angola. Dans l'actualité également, le Togo est classé pour la deuxième année consécutive à la 86e place du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Mais dans le corps journalistique togolais, le constat est un peu plus positif. Les professionnels des médias ont été appelés à faire davantage preuve de professionnalisme, surtout en temps de crise. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Selon l'Observatoire togolais des médias, entre le 3 mai 2017 et le 3 mai 2018, la liberté de presse tend à s'améliorer au Togo, malgré les dérapages et les abus constatés. Plusieurs journalistes interpellés et convoqués devant la justice, agressions des journalistes sur leur lieu de travail sont entre autres faits dénoncés par l'instance d'autorégulation des médias à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'Observatoire togolais des médias déplore par ailleurs le traitement des informations de biens de médias dans la crise politique qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017. La liberté de la presse, elle est garantie, aussi bien par la constitution togolaise que par les autres textes. Quand nous prenons, disons, le code de la presse et de la communication, je disais tout à l'heure que, en tout cas, c'est totalement dépénalisé depuis 2004. Alors cette liberté, oui, on l'a acquise, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains problèmes. Vous savez que c'est une question de lutte permanente et quotidienne.
Et donc, il faut l'entretenir, cette liberté-là. En 2017, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour sa part procédé à 10 auditions de directeurs d'organes de presse pour violation des règles professionnelles. Si le Code de la presse dépénalise les délits de presse au Togo, il n'en demeure pas moins que le Code pénal, en son article 497, punit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles. Notre rôle est de défendre les intérêts des journalistes, leur liberté, pour être très précis. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette liberté ne soit pas restreinte. Et nous veillerons vraiment à ce que cet article ne fasse pas entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Tout comme en 2017, le Togo occupe cette année le 86e rang sur 180 pays selon le classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Pour renforcer la liberté de la presse, l'État subventionne les médias à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le Togo compte officiellement 79 radios, 7 télévisions et 171 journaux qui paraissent plus ou moins régulièrement. Au Cameroun, la filière avicole subit encore les effets de la récente grippe aviaire. Le cheptel national des poules pondeuses et des poulets de chair est passé respectivement de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Pour aider le secteur à surmonter cette crise, le gouvernement s'est allié avec l'interprofession avicole pour définir des stratégies. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La filière avicole est dans sa période de convalescence après l'épisodie de grippe aviaire qui a frappé le Cameroun entre 2016 et 2017. Cette crise a entraîné une importante chute du cheptel national des poulets pondeuses et de poulets de chair, lesquels sont respectivement passés de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Tous éleveurs exerçant dans la filière avicole, nous avons à notre niveau ressenti une grande chute par rapport à la grippe aviaire qui s'est prononcée dans notre pays. Comme nous avons pris, notre souci était d'abord de maintenir que l'élevage ne puisse pas tomber. Il était question pour nous de tout faire pour que les éleveurs restent au moins en activité. Cette situation a entraîné une rareté du poulet sur le marché. Les commerçants ont fait grimper les prix de la volaille, alourdissant ainsi le panier de la ménagère. Mais les mesures prises par le gouvernement dans la fourniture des produits aviaires devraient permettre de résorber le déficit de poussins. Au sorti de la grippe aviaire, il a manqué certainement des poussins sur le marché. Et le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales a donc pris la décision d'octroyer des avis techniques. Donc ce sont des autorisations aux accouveurs, ce qui leur a permis d'importer des œufs à couver et des poussins d'un jour déjà pour satisfaire le marché. Et en plus, certains accouveurs aussi, et surtout ceux qui ont des fermes parentales, ils ont obtenu également des autorisations pour mettre en place des poussins d'un jour reproducteurs. Et pour certains, la production a commencé. Je pense que d'ici 1 à 2 mois, les poussins vont revenir suffisamment sur le marché. Rappelons que du fait de cette crise qu'a connue le secteur avicole au Cameroun, la filière qui employait déjà plus de 320 000 personnes en 2016 a vu ses effectifs baisser de moitié. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les pouvoirs publics qui devraient soutenir les éleveurs de façon durable pour une aviculture moderne au Cameroun. Partons au Maroc, où la ville de Casablanca s'est transformée en capitale de la mode. La ville abritait la première édition de l'African Fashion Talent du 3 au 6 mai, un événement dédié à la mode, à la création et aux réalisations de cette jeune génération qui fait l'Afrique d'aujourd'hui. Une occasion pour ces jeunes créateurs de rencontrer le public marocain, ainsi que des grands noms de la mode et du design du continent et d'ailleurs. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, Ella Djindjaï. La première édition du Festival international de la mode africaine, African Fashion Talent, a pris fin ce dimanche 6 mai à Casablanca, au Maroc. 2 jours de défilé durant lesquels les 13 pays africains participants ont montré leur savoir-faire. Du voile de coton de la ligne Pelébé de la Côte d'Ivoire, en passant par les traditions de broderie et de perlage de la Nigérienne Alia, jusqu'aux stylistes, modélistes et designers, n'ont rien laissé au hasard. Tout ceci pour faire valoir la créativité africaine. On a essayé
de revisiter en fait ce voile de coton qui à la base en fait est utilisé pour faire des tenues traditionnelles. On a essayé de le moderniser tout en gardant une certaine identité africaine. La magie de cet événement, c'est justement qu'il y avait tous les styles, toutes les idées et justement l'Afrique, c'est la diversité qui s'exprime et elle était là ce soir sous toutes ses formes et dans toute sa splendeur, j'aimerais dire. Zeynab El Kadiri, une des initiatrices de cette grande messe de la mode africaine, n'est pas en reste dans cette première édition puisqu'elle a présenté au public sa toute nouvelle collection pour préparer le Ramadan qui est une période de jeûne pour les musulmans. Elle a aussi salué la créativité des jeunes talents venus un peu partout du continent à cette grande rencontre de la mode. Sincèrement, pour les avoir sélectionnés, j'étais sûre qu'ils faisaient des choses aussi magnifiques les uns que les autres parce que ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font. En tant que créatrice, je sais que la passion nous dépasse parfois. Et on est tellement passionnés qu'on ne s'arrête plus et qu'un jour ou l'autre, par l'inspiration d'un voyage ou d'une rencontre, on arrive à faire des belles choses. Il y a un travail, il y a les vêtements porteurs, vendables et surtout le côté économique du vêtement africain. Et le vêtement africain ou moderne, mais c'est très 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 important. C'est que du succès, c'est beaucoup de choses et c'est au Maroc et c'est une chance que les jeunes ont aussi de venir ici pour montrer leur travail. Maintenant, il faut chercher des producteurs et des financiers pour les aider. Cet événement qui a débuté depuis le 3 mai a offert notamment un espace de débat, de rencontres et d'échanges autour de la situation actuelle et l'avenir du secteur de la mode en Afrique. Selon les organisateurs, l'African Fashion Talent, dont la première édition s'est tenue ici à Casablanca, a pour vocation de réunir les talents du continent autour d'un rendez-vous fédérateur et faire de la métropole marocaine la capitale de la mode africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.